Fiction service et histoire vraie. Dans cette série, j'ai l'intention de partager, autant que je le pourrai, mon expérience qui n'est pas accomplie, qui est modeste, du rêve et du travail du rêve. Dans le travail du rêve, une technique qui n'est certes pas la plus avancée, mais qui est en tout cas une étape de liberté nécessaire de toute façon à toutes les autres. Elle peut s'exprimer simplement. Et dans le rêve, être capable de prendre conscience du rêve, agir à l'extérieur et revenir en soi par le rêve. S'y ajoute une autre dimension, c'est qu'on peut se projeter à distance. C'est un autre apprentissage, j'en ai déjà parlé ici. Et puis, que les deux expériences peuvent se rejoindre. C'est-à-dire que le rêve peut vous transporter à distance. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a combien de civilisations qui font de cela le principe même de leur expérience spirituelle. Il faut juste savoir que ces vieux savoirs, on en dispose aussi. Il y a seulement à les rejoindre. Mais pour les rejoindre, c'est un petit peu comme sur Internet. Encore faut-il savoir où ils sont. Quand on sait où ils sont, comment ils fonctionnent, on peut construire l'expérience qui vous permet de les rejoindre. Alors c'est une histoire toute modeste, toute récente. Je n'ai pas l'intention de raconter ici ma vie, mais dans un petit village de Vendée, qui a la particularité d'être une ancienne île, c'est-à-dire que le sommet du village est au-dessus du niveau de la mer, mais le reste du village est plutôt moins 5 mètres, moins 6 mètres, un peu inférieur. On habitait une petite maison, et cette petite maison, je l'ai habitée de mes 1 an, puisqu'avant ma mère était institutrice à l'Aiguillon-sur-Mer, a priori à 6 km, c'est là qu'on habitait, jusqu'à la fin de la 6e, à mes 11 ans. La toute fin de l'année scolaire a été faite dans le département de la Vienne, à Civray, au bord de la Charente. J'en parlerai aussi. Ça ne nous concerne pas, ce genre de détails. Sauf que, même si j'y suis revenu rarement, pendant très longtemps, j'ai toujours eu, si je passais à proximité de Saint-Michel-en-Lerme, d'aller voir cette maison. Et pendant très longtemps, ça n'a pas changé. Il y avait ce petit mur, vieille grille, une glycine dessus, une espèce de hangar à côté que mon père louait aussi pour y entreposer des voitures dans ses fonctions de garagiste, mais c'était aussi un terrain de jeu, ces vieilles voitures dans le hangar. Et puis ce tout petit jardin, il y avait 2 vieux arbres, et quand on montait, là, 2-3 mètres, quoi, comme des gamins, on pouvait apercevoir la digue et la mer. Donc, évidemment, on passait des heures dans ces 2 arbres. Au fond, un petit mur de pierre. C'est tout petit, il y avait 2 allées parallèles, mais pour un enfant, devant la cuisine, un petit seuil avec une marche de ciment, une toute petite, pas une terrasse, mais une petite dalle, là encore, de ciment avec des petites fissures et tout. Pour un enfant, ça devient le terrain d'aventure complet. Et quand j'y retournais, pendant longtemps, ça a été un cabinet médical. Alors, le cabinet médical, le week-end, il fermait, ça veut dire que c'était facile. On poussait le portail, on entrait. En fait, c'était laisser un semi-abandon. Mais qu'est-ce que ça pouvait faire ? En tout cas, je reconnaissais tout. Simplement, l'échelle n'était plus la même. Ça semblait bien petit. Mais ce qui est une expérience troublante et qui est rare, finalement, dans le monde d'aujourd'hui, c'est qu'on peut revenir dans ses propres traces d'enfance et dans l'immédiat et concret contexte de l'enfance. L'an dernier, j'y retourne. Ça faisait 7 ou 8 ans que j'y étais pas allé. Et c'était plus le cabinet médical. Et j'ai un témoin, un gars qui s'appelle Antonin Crène, C-R-E-N. Vous le trouverez facilement, il est sur Facebook, il a un très beau blog avec
journal, il est auteur, il vient de sortir un livre qui s'appelle Les Présents chez Publi.net. Actuellement, il fait une résidence d'atelier d'écriture. C'est pour ça qu'on était ensemble. Il était avec moi. J'ai dit, on y va. On sonne. Bon, c'était un vendredi matin. Il y avait personne. N'empêche, il a vu, comme moi, la maison. Tout ça. Le lendemain matin, j'étais pas avec Antonin. J'étais revenu. Je sonne et cette fois-ci, quelqu'un vient. Moi, je ne l'avais jamais vu. Un retraité, probablement un peu plus âgé que moi. Je suis pourtant dans cette zone d'âge aussi. Et je lui explique. Et je vois qu'il m'écoute avec un air un peu froncé, comme avec de la distance. Je lui dis les choses simplement. Je lui dis, voilà, j'ai habité cette maison il y a très très longtemps, jusqu'à ma 6e, en 1964, donc plus de 10 ans. Est-ce que vous m'autoriseriez juste, non pas rentrer chez vous, faire un petit tour du jardin? Il me dit oui, et là encore, je vois une sorte de... aucun témoignage d'intérêt, quoi, comme on pourrait avoir, pas une joie, mais au moins dire, bon, je vous fais ce cadeau avec plaisir, je suis content que vous ayez cette expérience. Non, rien. Alors je rentre et c'était plus du tout comme au temps du cabinet médical. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, oh, ça a bien changé depuis le temps du cabinet médical où tout ça était laissé à soi-même. C'est bizarre aussi des pièces où vous avez été enfant, chambre, cuisine, c'est le placard avec les petits traits où on marquait pour mon frère et pour moi en bleu et en rouge les tailles qui grimpaient haut, pas haut, hein, plutôt là que là. Tout ça le laissait un peu à distance. J'essayais d'amorcer. Vous êtes de Saint-Michel-en-Lerme? Non, il était plutôt de La Rochelle. Là, il était juste venu pour sa retraite, mais très rare en parole. Bon, donc il n'y a aucune raison de forcer ou d'essayer de tirer les verres du nez. Plus, c'était pas ça. Moi, qu'est-ce que je voulais voir? J'ai marché le long de ces allées, j'essayais d'éprouver. Il y avait la grille, il y avait la glycine, il y avait la branche noueuse de la glycine. J'ai passé ma main dans la glycine. Et puis, au bout, on avait une espèce de pompe. Oh, même à l'époque, elle marchait déjà plus, l'eau courante. C'est arrivé dans les années 30 dans ces villages. Voir Ernest Perrochon qui a fait un livre là-dessus, l'arrivée de l'eau courante. Mais la vieille pompe, on avait encore cette espèce de bras, vous savez, en gros laiton, et puis l'espèce de petit bec en fonte et c'était sur une grosse pierre de taille levée, enfin en tout cas des pierres en calcaire qui soutenaient ce gros bras de pompe avec. Bon, ça, je l'ai reconnu. C'était quoi? Comme une espèce de sculpture venue tout droit de votre enfance, mais il suffit que vous mettiez la main sur le bras de la pompe, et puis tout d'un coup, la perception tactile, elle n'a pas changé. Un demi-siècle de distance. C'est troublant. Sinon, j'ai eu du mal à retrouver des éléments précis. Autrefois, on avait une buanderie, c'est là où est arrivé, vers 1958, 61, par là, la première machine à laver. Waouh! C'était tellement beau que mon père l'avait mis sur une espèce de palette pour faire estrade, pour qu'on la voie tourner. Une machine à laver vedette. Mais ça transformait la vie des villages. On avait aussi une espèce de petite cave sous la maison avec une porte oblique pour descendre le charbon. Alors je suppose que le gars ne se chauffait plus au charbon. Mais tout d'un coup, les deux ventailles de cette espèce de panneau oblique qui donnait dans la cave, là j'ai touché. Et je lui ai dit, je reconnais. Je lui ai dit, vous m'autorisez à faire une photo. Voilà, c'est tout. Ça a duré 10 minutes, je sentais bien que le gars, je l'embêtais, fallait pas faire plus, c'est tout. Et là, il me sort. Vous allez faire les rosiers comme le mois dernier. C'est là où j'ai compris. Moi, je revenais. J'étais tout lesté de ces sensations de distance à la réalité. Une réalité que vous reconnaissez parfaitement, où vous êtes totalement ancré, qui ne vous crée pas de surprise. En même temps, vous êtes distancé parce que c'est encombré, c'est plus du tout ce que vous attendiez, c'est plus à vous, en rien du tout, c'est à vous.
Et moi, je venais là, j'avais eu ce culot de dire à ce monsieur, est-ce que je peux faire un tour, aller jusqu'au fond du jardin? Et lui, ce qu'il me disait, c'est que plusieurs fois, j'étais revenu sous le prétexte de tailler les rosiers. C'est là où je reboucle sur cette question du rêve. La question n'est pas forcément d'acquérir cette capacité dans l'expérience. Être capable de se projeter à distance, il n'y a pas besoin du rêve, ça se travaille. Être capable dans le rêve, de sortir du rêve, de partir dans le réel et revenir, ça se travaille. Il y a des choses plus complexes dans le rêve, on y viendra. Et puis, le moment où ces deux expériences se confondent, c'est-à-dire que vous êtes capable, par le rêve, de vous faire surgir ou de participer à une expérience de réalité dont vous avez choisi le point précis, l'éloignement, la distance. On y reviendra très précisément. On apprendra à le faire ensemble. Parce que dans ce monde qui nous environne, avec toutes ces techniques, ces vitesses, cette précarité où on est, ces vieux savoirs, quelques-uns comme moi ont pu les apprendre. Mais ils se perdent. Donc l'enjeu, c'est ça. Utiliser ces techniques d'aujourd'hui pour mettre en dépôt ces savoirs, ces techniques, si modestes qu'elles soient, mais si anciennes qu'elles soient. J'ai découvert ce jour-là, précisément, et je l'ai dit à Antonin Crène, puisqu'on s'est retrouvés là quelques minutes après, combien j'étais troublé. Cette expérience que je venais de faire dans la vie quotidienne, je l'avais déjà faite plusieurs fois dans le rêve. Alors après, c'est facile de passer à l'étape suivante. Mais ça trouble, vous savez. Ça trouble. C'est quoi, vos expériences de surgir à distance par le rêve? Et c'est quoi, les moments où, dans votre réalité immédiate, vous avez su, avec certitude, que cette expérience, vous l'aviez déjà faite, sans en avoir conscience? Fiction Service et Histoire Vraie. Un merci, un grand merci. À la suivante.